Oh, mais c'est Halloween! Faut faire un truc thématique qui fait peur. Bah ouais, Phantominus, moi je l'ai toujours trouvé trop cool. C'est du gaz, littéralement, fin de l'histoire. Ouais, mais il est quand même classe, non? Du gaz. Salut les dresseurs! Et bienvenue pour cet épisode de Culture Poké. Aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon qui fait peur. Un Pokémon terrifiant. Un Pokémon dont le seul nom suffit à remplir la pièce d'un effroi sans précédent. On raconte que peu de gens ont survécu à son funeste passage. Imagine, par une froide nuit d'hiver, au détour d'un sentier où des arbres menaçants agitent leurs feuilles dans une danse macabre, tu entends un cri. Un cri qui génère en toi un mal-être naissant. Tu t'arrêtes, dans l'oreille, à la recherche de l'origine de ce bruit sinistre. Mais rien. Seul l'assourdissant silence de la nuit t'écrase. Puis le cri retentit de nouveau. Plus fort, plus perçant, plus glaçant. Ton cœur s'accélère, ton corps se fige, transit terreur quand soudain se pose face à toi. Moi, c'est un petit cornèbre. Oh, il fait peur, non? Bah non, pas vraiment, mais c'est un type ténèbres, donc c'est cohérent pour Halloween. Et surtout, c'est une corneille, et ça, c'est trop cool. J'adore les oiseaux. Cornèbre est un Pokémon de type ténèbres et vol, apparu au cours de la deuxième génération avec les éditions Or, Argent et Cristal, tout comme le type ténèbres d'ailleurs dont il fut un des ambassadeurs. Toute génération confondue, il porte le numéro 198. Avec la quatrième génération, il se voit attribuer une évolution, Corboss, et si Cornèbre ne suscite pas vraiment la peur avec son bec étrange, Corboss est à la peur ce que le beurre salé est à la gastronomie. On le valide par pure tradition culturelle, mais en vrai, franchement, c'est quand même dispensable. D'un point de vue étymologique, c'est assez simple. Cornèbre vient de la combinaison d'une corneille et des ténèbres. C'est évident, prévisible, mais ça sonne pas trop mal. Quant à Corboss, c'est aussi très simple, puisque c'est la concaténation de corbeau et de boss. Si on s'intéresse à différentes traductions, on peut voir que corbeau et corneille sont interchangeables dans le nom donné à ce Pokémon. Par exemple, Corboss est identifié à une corneille dans la traduction japonaise. Et en anglais, ça peut porter à confusion parce qu'on traduit corneille et corbeau par le même mot, à savoir crow. Et pourquoi boss? Bah parce que c'est le chef des cornèbres. Mais pourtant, on est bien d'accord que ce sont deux oiseaux différents, genre la corneille, c'est pas le petit du corbeau, donc pourquoi il y a cet amalgame dans Pokémon? Bah, de manière générale, ça peut être assez facile pour les non-connaisseurs de confondre corneille et corbeau. D'ailleurs, il y a plusieurs espèces de chaque, et tout ce beau monde est regroupé dans la famille des corvidés. C'est glauque comme nom, non? Ah non, c'est en un seul mot. Les corvidés, ça comprend la corneille noire qu'on voit absolument partout, le grand corbeau qu'on retrouve plutôt en montagne, mais aussi la corneille mantelée, les corbeaux freux, le chouca des tours ou la pie bavarde, ou encore le jet des chênes. Et encore ça, c'est juste les principales espèces qu'on trouve en France, il y en a un paquet d'autres. Bref, corbeau ou corneille, c'est compliqué. Prenons la corneille noire et le grand corbeau, qui semblent être les deux espèces qui ont inspiré respectivement Cornèbre et Corboss. Attends, j'ai ça en stock. Alors, qui est qui ? Bah ouais, je te le disais, c'est pas clair. Les deux sont complètement noirs, y a pas vraiment de signe distinctif au premier coup d'œil. Mais j'ai une super technique pour les différencier qu'un copain m'a apprise. Si tu vois un corbeau et que tu dis « Oh, un corbeau !» c'est une corneille, ou au pire, un chouca. Et si tu dis « Putain, sa mère, il est énorme ce corbeau !» c'est un grand corbeau. Globalement, le corbeau est plus gros que la corneille. Son bec est également plus fort, plus gros. En vol, la différence, elle est aussi flagrante, surtout au niveau de la queue. Le grand corbeau a une queue cunéiforme. En gros, elle est en forme de trapèze. Alors que chez la corneille, elle est arrondie. Et ces différences, mine de rien, elles collent bien avec les jeux Pokémon. Corboss est clairement plus grand avec ses 90 cm de moyenne contre 50 cm pour un cornèbre. Et d'ailleurs, la taille moyenne d'une corneille noire, c'est 53 cm. Vraiment, pour une fois, on n'est pas loin de la réalité. Attends, si c'est bon pour la taille, c'est bon pour le poids aussi? Genre un corbeau, ça pèse vraiment 50 kilos? Non, genre vraiment non, ça n'a aucun sens. Tiens, on va prendre un gros oiseau, genre que tout le monde connaît. Attends, laisse-moi chercher... Un aigle royal! Bah voilà, impeccable. 90 cm de haut, comme Corboss, ça tombe bien. Il a une envergure d'environ 2 mètres, 2 mètres 50. On est donc déjà sur un sacré gros poulet, hein. Ben figure-toi que ça pèse pas plus lourd que 4 à 6 kilos. Et les grands corbeaux, dans la vraie vie, ils dépassent pas les 2 kilos. Et pour finir de te convaincre, on va aller chercher chez les recordman, l'outard de Cory. C'est une des espèces les plus lourdes qui soit capable de voler. Le mâle pèse en moyenne 12 kilos, mais peut atteindre les 20. Et même là, on a presque 10 kilos de différence avec Corboss. Et cette limitation du poids chez les oiseaux, elle est super simple à comprendre. Bah, faut pouvoir voler. En fait, le corps d'un oiseau, c'est un subtil équilibre entre des plumes, des réserves de graisse, des muscles, et une ossature résistante mais légère. D'ailleurs, les oiseaux ont des os creux, alvéolés, contrairement à nous. Du coup, ils sont plus légers sans pour autant perdre trop de résistance, et c'est une super adaptation pour le vol. Oh mais c'est trop stylé! Bon, c'est vrai que, quand on y réfléchit, faire voler 50 kilos, ça reste un bel exploit. Après, moi je suis persuadé que c'est le chapeau qui est lourd quand même. Bon, par contre, dans notre bon Pokédex là, Cornèbre et Corboss ils sont cool, ok, mais ils sont aussi décrits comme étant de mauvais oiseaux. Corboss c'est le patron des cornèbres, qui sont des oiseaux voleurs, craints
de mauvais augure et fourbe. Attends, 2 secondes, ça part en profil Tinder. Non mais je comprends pas cette réputation, c'est trop cool les corbeaux et les corneilles. Et pourtant, il suffit d'un chant mort, une nuit brumeuse, un croassement et ça y est, c'est la panique. Ah ouais, mais bon, on peut pas changer des années et des années de construction culturelle autour d'une image comme ça, malheureusement. Mais c'est sourcé, les origines néfastes des corbeaux et des corneilles, et tu devineras jamais. Laisse-moi réfléchir. La religion? C'est pourtant la première fois qu'on utilise ce ressort scénaristique. Dans la Bible, dans l'histoire de l'Arche de Noé, le corbeau il est envoyé par Noé pour voir s'ils atteignent bientôt la Terre. Mais cet idiot, à la place, il va bouffer des charognes sur l'eau. Du coup, Noé, il envoie la colombe, qui elle, a fait son taf, elle revient avec son rameau d'olivier, là, la prétentieuse. Et du coup, quand le bateau s'échoue, le corbeau est maudit, la colombe est adulée. Petit aparté, cela dit, mais il faut quand même préciser quelque chose. Depuis le début de ces vidéos, on place souvent le christianisme comme étant le responsable de la détérioration de l'image d'un animal. C'est un fait, mais ensuite, il faut aussi replacer toutes ces histoires dans le contexte. Au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, le christianisme s'impose, et de nombreux hommes d'église cherchent à réfléchir sur la condition humaine. Par conséquent, leur réflexion vient naturellement à comparer l'homme et l'animal. Et ils cherchent alors à placer l'animal comme étant un non-humain, donc à lui attribuer tous les péchés, défauts et tares qu'on peut retrouver chez l'homme. Il y a une histoire assez folle évoquée dans le livre de Michel Pastoureau, Le Corbeau, une histoire culturelle. Le cri du corbeau, en latin, il l'écrivait crasse. Or crasse, en latin, ça veut dire deux mains. Du coup, le corbeau, il était responsable de la procrastination. Et bam, paye ton image. Donc vraiment, on allait très très loin pour blâmer les animaux. Et c'est vrai qu'en soi, il y a très peu d'animaux qui ont une image entièrement positive. Il y a le cheval peut-être, mais même si on s'intéresse aux chiens, aux loups, aux lions, il y a toujours un aspect négatif associé à leur image. C'est vrai. Faut pas tout mettre sur le dos de la religion, mais c'est intéressant de voir comment une représentation se forge au fil du temps sans pour autant émettre un jugement dessus. Bref. Aparté terminé. Le corbeau, il a ensuite continué ses méfaits jusqu'à très récemment dans l'imaginaire. Il y a deux exemples extrêmement marquants que vraiment tout le monde connaît. Le premier, c'est le film Les Oiseaux de Hitchcock, qui est connu, même si on l'a pas vu, et qui a sans doute laissé une empreinte indélébile dans l'inconscient collectif en mode corbeau égale peur. Et c'est des images marquantes qui ressortent du domaine du cinéma ou de l'art pour s'implanter solidement dans la construction du monde de chacun. Le corbeau, c'est un oiseau qui travaille en groupe pour faire chier. Et c'est typiquement un comportement commun aux corneilles et aux corvidés en général. Ils adorent emmerder le monde, et notamment les rapaces. Alors les rapaces, c'est les oiseaux de proie, genre les aigles, les buses, les milans. Et ils font pas super bon ménage avec les corneilles et les corbeaux qui adoptent un comportement qu'on appelle le houspillage ou mobbing en anglais. On observe souvent des corneilles fondre sur des rapaces qui soient dans les airs ou posés. D'ailleurs, les corvidés ont une gamme de vocalisation super large et certains cris sont réservés à ce comportement-là. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Il y a pas mal de régions en France où on peut voir des milans et ça m'est arrivé de les voir se faire harponner par des corneilles, ouais. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment juste par pur plaisir, comme si c'était un jeu. D'ailleurs, les jeunes corvidés font souvent n'importe quoi dans les airs. Ils jouent entre eux et hésitent pas à s'y mettre à plusieurs pour emmerder une buse. Mais le mobbing a aussi des fonctions hyper intéressantes et bien plus utiles. Il peut servir à protéger les jeunes, à voler des proies, voire à protéger des congénères ou même d'autres espèces. Par exemple, un biologiste à l'université de Wisconsin-Madison a déjà observé une buse capturer une corneille. Les cris de la corneille auraient attiré des dizaines de congénères qui se sont abattus sur le prédateur. Un autre exemple, c'est celui du jet des chênes qu'on appelle la sentinelle des forêts. Il crie dès qu'il aperçoit un danger, prévenant ainsi tous les autres animaux aux alentours qui ont appris à interpréter ses cris. Mais quand même, ils sont un peu chiants ces corbeaux, non? Bah, c'est des animaux qui vivent en groupe et qui ont leur propre stratégie, quoi. Bref, maintenant qu'on a parlé d'Hitchcock, tu me parles d'une autre référence, mais franchement, je vois pas. Maître corbeau sur un arbre perché? Tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Je vois que tu maîtrises tes classiques. On la connaît bien cette histoire du corbeau et du renard. Le corbeau se sent pousser des ailes parce qu'on lui dit qu'il a fière allure. Du coup, il lâche son fromage et le renard se barre avec. Certes, le renard est le manipulateur, mais faut voir comment le corbeau est dépeint, même si c'est la victime. Dans cette fable, le corbeau, il est déjà pas très malin, un peu ridiculisé, mais il y a pire. Les fables, ça vient pas de La Fontaine, ça vient de bien avant. Les premières fables connues datent de l'époque romaine et elles ont été reprises tout au long de l'histoire. Par exemple, en plein Moyen-Âge, on retrouve cette histoire du corbeau et du renard dans le roman de Renard. C'est à peu près le même topo, sauf qu'au passage, le corbeau avait volé le fromage à une vieille dans un village à côté. Donc vraiment, il a rien pour lui. Du coup, depuis le 4e, 5e siècle et les religions, jusqu'à Hitchcock, le corbeau, on l'aime pas. Déjà, de base, sa couleur noire l'aide pas, ça lui donne un côté inquiétant, ténébreux, l'oiseau qui te guette dans la nuit pour te surprendre et te dérober des trucs. Ah bah ça, Pokémon en plus, ils ont monté tout un truc autour de la nuit. Pour que Cornèbre évolue, il doit entrer en contact avec une pierre nuit, et il a aussi le talent Insomnia. Mais est-ce que les corvidés sont nocturnes? Bah non.
Et sur ce coup-là, je crois que l'explication se trouve plutôt du côté culturel et historique, de la vision qu'on a de ces oiseaux. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, ce sont les hommes d'église et leur guerre aux corbeaux qui vont l'intégrer au bestiaire de l'enfer. Et qui dit enfer dit obscurité, feu, ténèbres, etc. Et boum, ça nous donne l'image nocturne du corbeau et de la corneille. Par exemple, le corbeau, c'est l'animal le plus cité dans l'œuvre de Shakespeare, et à chaque fois qu'il est cité dans un proverbe ou une métaphore, c'est pour aller avec l'hiver, les revenants, la tombe, les sorcières. Parce que oui, évidemment, le corbeau va s'implanter dans la culture de la sorcellerie, histoire de renforcer son image déjà horrible. Par pitié, dis-moi quand même que tout n'est pas négatif, que quelque part, loin, très loin, il y a des histoires de corbeaux cool, ou des corneilles, ce que tu veux, mais juste un truc positif. T'en fais pas, j'ai ça en réserve. D'ailleurs, déjà dans la mythologie, on fait une grosse confusion entre corbeau et corneille. Donc, c'est toi l'experte en oiseaux, moi je fais comme les autres, je dis corbeau et ça désigne tous les oiseaux, sauf les pies. Les pies, on les différencie facilement. Bah pourtant, elles ont aussi une image négative, genre elles volent des trucs, tout ça, et ça fait partie des descriptions de cornèbres, une confusion de plus. Alors qu'en fait, d'après une étude de 2014, les pies, elles volent rien, c'est un comportement super anecdotique. Et en fait, ça a plutôt Laurent, été observé on chez en les revient Milans. à nos histoires gentilles de corbeaux ou... Oui, pardon. Au Japon, par exemple, on trouve Yatagarasu. C'est un corbeau légendaire au service d'Amaterasu, la divinité du soleil. Il est notamment connu pour avoir servi de guide au premier empereur et fondateur du Japon, Jimmu. Cette fonction de guide est intéressante car on la retrouve aussi dans la description du Pokédex de certaines éditions, où Cornèbre est un guide, mais qui lui s'amuse à perdre ses suiveurs dans la montagne. Les deux corbeaux mythologiques les plus connus sont sans doute issus de la mythologie nordique, avec Munin et Hugin, les deux corbeaux d'Odin. Munin représente la mémoire et Hugin la pensée. Ces deux corbeaux ont pour mission d'observer le monde pour Odin. Ils connaissent le passé, le présent, le futur et sont là pour aiguiller Odin dans ses choix, et franchement, c'est quand même bien pratique. Toujours dans la mythologie, est-ce que tu sais pourquoi les corbeaux sont noirs ? Bah, je dirais la génétique avec un petit soupçon d'évolution. Bah pas du tout. C'est Apollon qui a fait tout le taf. Apollon, il était amoureux de Coronis. Il l'a fait surveiller par un corbeau, ce qui est le début d'une relation extrêmement saine, sauf que le corbeau, il a rien foutu, et que Coronis s'est marié avec un humain. Apollon, il était pas content, il a changé le plumage en noir, il a tué Coronis et son mari, mais au passage, il l'a enfanté parce que bon, hein, et il a donné naissance à Asclépios, le dieu de la médecine. Elle est pas belle, la vie ? Bah, non, genre c'est horrible même. La mythologie, quoi. Et évidemment, vu que les mythologies grecques et romaines sont les mêmes, bah les Romains, ils donnent une certaine importance au corbeau. Notamment à son intelligence. Par exemple, Pline... C'est le moment Pline la merde. Une femme enceinte qui vient à manger un œuf à corbeau rend son fruit par la bouche. Non, enfin oui, il a dit ça, c'est nul, mais Pline la merde. le montage prend le contrôle de la vidéo ou quoi Pline raconte l'histoire d'un corbeau tombé par hasard dans la maison d'un cordonnier. Le corbeau aurait appris à parler et venait tous les jours saluer l'empereur sous le regard amusé du peuple. Sauf qu'à force de chier sur les chaussures du cordonnier, le cordonnier il l'a buté, du coup on a buté le cordonnier, puis on a fait des funérailles dignes de ce nom au corbeau, mais pas au cordonnier. Chef. Ah mais oui, l'intelligence des corvidés, on y vient enfin. De manière générale, ils ont des capacités cognitives assez impressionnantes. Bon, par abus de langage, on dira qu'ils sont super intelligents. Ils reconnaissent les couleurs, les formes, sont capables d'utiliser des outils pour résoudre des problèmes plus ou moins complexes, notamment pour accéder à de la nourriture ou à de l'eau. Tiens, un exemple récent qui date de cet été. Au Jardin des Plantes à Paris, une corneille noire a été observée en train de retirer un morceau de gazon synthétique et un couvercle de regard pour accéder à une bouche d'arrosage pour boire. Et ils ont aussi une mémoire étonnante. L'université de Washington étudie l'intelligence des corneilles depuis des années. Ils ont monté une expérience pour tester la mémoire des oiseaux. En 2006, l'un des scientifiques a capturé des oiseaux du campus de l'université en portant un masque censé représenter un visage unique. Allez, on va dire qu'on l'appelle Bob. Puis, Bob revenait sur les lieux de la capture sans pour autant montrer de comportement particulier. L'objectif était du coup de voir combien de corbeaux allaient spontanément attaquer Bob, ce qui impliquerait qu'ils se souviennent de lui comme étant un gars pas trop sympa. Et le résultat est carrément fou. Les oiseaux réagissent même des années après. Et alors, les petits scientifiques, je vous vois venir, oui, les oiseaux ne réagissaient qu'à Bob. Il y avait aussi d'autres masques témoins, pas de réaction. Sur ce graphique, on peut voir que les oiseaux réagissent à Bob même 7 ans après. Et encore, il y a autre chose. Même les oiseaux qui n'avaient pas été capturés en premier lieu devenaient agressifs avec Bob. Ça veut dire que non seulement ces oiseaux différencient les visages, ont une très bonne mémoire, mais en plus, ils apprennent les uns des autres. Moi, je trouve ça incroyable. Bon ok, c'est vrai.
C'est vrai que c'est un petit peu stylé quand même. D'ailleurs, c'est un peu le bilan de tout ça. Hein. C'est quand même sacrément stylé un corvidé. Ils sont sobres, efficaces, vraiment une perle du design aviaire. Les caractéristiques qui sont données à Cornèbre dans Pokémon sont assez fidèles à la réalité. On est dans le cas d'une adaptation qui marche quand même super bien entre l'apparence et les caractéristiques comportementales de ces oiseaux. Mais... Quoi mais? Bah, il y a toujours un mais dans la conclusion. Mais beaucoup de corvidés sont considérés nuisibles en France. Non, pardon, on dit plus qu'ils sont nuisibles. Maintenant, on dit espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ou ESOD pour faire plus court. Ça regroupe les dégâts potentiels sur les cultures agricoles ou les élevages. En gros, un arrêté ministériel fixe pour chaque département les espèces considérées ESOD et les modalités de destruction des individus. De destruction ? Ouais, le but c'est de limiter leur prolifération. La liste des ésodes concerne des mammifères, dont le renard ou la martre, qui peuvent par exemple prédater des poules. Et évidemment, on y retrouve nos corvidés, corneilles, corbeaux-freux, jets des chênes, pies bavardes, au titre de leur caractère opportuniste. Ces oiseaux vont pas se priver si on leur sert un buffet de graines lors de la période des semis en agriculture. Et évidemment, on a parlé de leur intelligence, ils s'adaptent super bien aux mesures mises en place seulement pour leur faire peur. Bon bah super, tu vois, il y a toujours un mais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça interroge. À chaque fois qu'on parle d'une nouvelle espèce, on voit que notre vision change au cours du temps, selon les cultures et les civilisations. Certains peuples s'accommodent de leur présence et d'autres non. Mais ça montre bien qu'une part d'adaptation est possible et que tout n'est pas tout gris ou tout noir. Et c'est aussi le cas pour les corvidés, considérés nuisibles, proches du diable. Ils ont aussi un rôle important dans nos écosystèmes en tant que charognards. Ils débordent de curiosité et ils nous montrent chaque jour de quoi ils sont capables. Ils impressionnent les chercheurs. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de nous interroger sur l'étiquette néfaste qu'on leur a donnée ? En attendant que vous réfléchissiez sur cette question, nous on va aller préparer la prochaine vidéo. On espère que cette vidéo spéciale Halloween vous aura plu et on vous retrouve dans un mois. On a fait des oiseaux, on a fait des plantes, on a fait des reptiles, on a fait des mammifères. À votre avis, c'est quoi la suite ?